Donc, je disais, voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la partie sustainability et surtout d'un point de vue Google Cloud. Pour me présenter, donc moi, je m'appelle Seyfeddin Mansri, je suis directeur de l'activité cloud chez Sphere, tout ce qui est lié à l'infrastructure et le DevOps. J'ai à peu près une soixantaine de personnes dans l'équipe. On travaille sur les cloud providers majeurs et Kubernetes, parce que je considère aussi que c'est un acteur majeur aujourd'hui dans tout ce qui est infra moderne. Et je suis également développeur expert reconnu par Google, ce qu'on appelle le programme GDE sur la partie cloud depuis cette année. C'est tout récent. Et je donne pas mal de formations sur GCP et sur Kubernetes. Hop. Alors, moi, je travaille dans une société qui s'appelle Sphere. Du coup, comme je disais, rapidement, donc c'est une société qui compte 800 consultants. On est présent dans 5 agences en France: Paris, Bordeaux, Lille, Nantes, Strasbourg et au Luxembourg et à Bruxelles, à l'étranger. Et on est plutôt des doueurs, on est des consultants, on est des experts sur pas mal de domaines, notamment le cloud, de data, le ML, mais aussi le développement, back, front et mobile. Alors, avant de commencer à parler des travaux qui ont été réalisés par Google Cloud sur la partie sustainability, je voulais quand même qu'on dresse un peu un constat sur un peu l'urgence climatique à laquelle on est confronté aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité ces derniers temps. Bah, il y a eu un rapport du GIEC qui est sorti il y a une date de quelques semaines, voire quelques mois, et qui dit voilà que grosso modo on dispose à peu près de 3 ans pour agir et sauver la planète. Voilà, c'est un peu alarmant comme constat, clairement, hein, c'est pas très agréable comme annonce, comme annonce quand on la croise, mais voilà, c'est un peu ce qui a été émis par le GIEC. Mais j'ai envie de vous dire que ok, c'est clair que peut-être, d'après leurs calculs, il reste 3 ans, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour agir. D'accord? C'est-à-dire que le plus tôt on agit, le mieux sera pour le futur et pour la planète. Donc, il ne faut pas se dire voilà, qu'on n'a que 3 ans pour faire des actions notables, mais voilà, il faut démarrer dès maintenant, demain, le mois prochain, dans un an, en tout cas, à un moment donné, il faut déjà prendre conscience de l'urgence climatique, ça c'est important, c'est pour ça que je voulais quand même qu'on fasse un petit constat et vous dire voilà qu'il n'est jamais trop tard pour agir. Euh, Quand on parle en général d'urgence climatique, on parle beaucoup de gaz à effet de serre. Là, on va rentrer un peu dans les détails et parler concrètement de ce que c'est. Les gaz à effet de serre, c'est un peu un ensemble de gaz qui sont émis par la Terre, en tout cas, et par les humains, et qui vont contribuer à ce phénomène. C'est un phénomène naturel, ce qu'il faut savoir, hein, c'est un phénomène naturel qui permet de garder des températures vivables au sein de la Terre. Ces gaz-là, on parle beaucoup de CO2, mais il n'y a pas que le CO2, hein, il y a même l'évaporation de l'eau, il y a le méthane, voilà, il y a plusieurs gaz à effet de serre. Donc, la nouveauté aujourd'hui, puisqu'on dit que c'est pas nouveau, en fait, ces gaz-là, hein, ça existe depuis la nuit des temps, la nouveauté, c'est en fait c'est leur concentration qui est devenue de plus en plus élevée, clairement ces dernières décennies et je pense, qui a augmenté de 47% grosso modo depuis on va dire un peu la révolution industrielle, parce que c'est là où les choses se sont un peu accélérées. Et ils voyaient très bien un peu dans ce diagramme qui a été dressé en 2016, hein, mais ça donne un peu une idée de la répartition entre les secteurs d'activité. Et on voit clairement que la partie énergétique, c'est elle qui prend bah, le plus gros morceau, en tout cas, notamment avec tout ce qui est énergie fossile. Et on sait très bien tout ce qui s'est passé dans le cas ces dernières décennies avec donc, la surexploitation et la surutilisation de ces ressources. Alors, maintenant, on a parlé un peu globalement de ce qu'il y a donc côté aux alentours de tout ce qui est émissions à effet de serre. On a vu qu'il y a pas mal de secteurs, mais j'ai envie de ramener ça au secteur numérique, si vous voulez, parce que c'est un peu ça le secteur dans lequel moi je travaille et qui va nous intéresser pour la suite de la présentation. Et c'est clair que bah, nous, clairement, en tout cas en tant qu'acteurs dans le numérique, on a une responsabilité qui est forte parce qu'on est soit des acteurs directs, soit des acteurs indirects, d'accord, de ces émissions, mais en tout cas de cette urgence climatique. Et si on voudrait apporter clairement une partie de solution
pour ce genre de problème, bah, en fait, il y a ce qu'on appelle en fait la notion des 3 P. D'accord? Donc là, les 3 P, ça stipule, c'est People, Planet, Profit. Pour dire, voilà, People, c'est très important de remettre les humains au centre de ces enjeux, clairement, hein, parce qu'on peut dire, voilà, on peut émettre des théories pour dire, voilà, je veux changer, je veux réduire les émissions, je veux atteindre un objectif de carbone free, mais s'il n'y a pas les humains qui sont en face et qui vont suivre et qui vont tout mettre en œuvre pour y arriver, bah, ça ne marchera pas, clairement. Donc l'humain, c'est très important, c'est vraiment au centre de ces activités-là, que ce soit les activités numériques, mais les activités au sens large. Deuxième P, c'est la planète, d'accord? Donc il faut maîtriser du coup l'impact sur l'environnement, ça c'est important. Et la troisième chose, c'est le profit. C'est-à-dire que, OK, on va faire des efforts côté sustainability, côté responsabilité numérique, mais il ne faut pas négliger aussi la survie numérique des entreprises. L'idée, c'est pas que les entreprises tournent à perte et qu'elles mettent la clé sous le tapis. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est clairement, c'est de changer la façon dont les entreprises consommer, consommer, clairement, hein, à tous les niveaux, changer leurs habitudes, changer même leur modèle de gestion globale de leur impact environnemental. Et donc, ça passe clairement par une prise de conscience et, en tout cas, de donner une importance majeure, clairement, aujourd'hui, à ce genre d'enjeu. Alors, quand on parle des émissions carbone, parce que c'est un peu, on va dire, c'est un peu pour simplifier, hein, on va toujours parler d'émissions carbone, mais j'ai bien dit qu'il n'y a pas que la partie CO2 en tout cas, qui est concernée par les gaz à effet de serre. Et donc, il est important de parler de la classification de ces émissions. Donc, ça, c'est très important pour comprendre, en tout cas, les enjeux. Et aujourd'hui, on parle de 3 scopes. D'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais voilà, c'est important en tout cas d'en parler. Alors, vous avez le premier scope, c'est un peu les consommations directes, d'accord? C'est ce qui est, ça fait partie un peu du cœur business de l'entreprise. C'est un peu tout ce qui est consommation pour les véhicules de l'entreprise. Et si on est dans le bâtiment, c'est un peu la consommation des grues, des camions, de tout l'outillage. Tout ce qui est chauffage au niveau du bureau, vraiment, c'est la consommation directe. On va retrouver un peu la partie, le scope 2. Le scope 2 et le scope 3, c'est déjà de l'indirect, déjà, hein, donc pour qu'on soit d'accord. Et le scope 2, c'est en général, pour simplifier, c'est l'électricité. D'accord? C'est l'électricité, c'est le scope 2. OK? Et le troisième scope, c'est un scope qui est plutôt euh, hors entreprise, ou tout ce qui est en amont ou en aval, bah, tout ce qui est extraction des matériaux, tout ce qui est transport, tout ce qui est fabrication peut-être des pièces qui serviront peut-être après pour l'entreprise pour faire de l'assemblage ou pour créer des outils, tout ce qui est destruction du matériel. D'accord? Une fois, je ne sais pas moi, un véhicule qui atteint sa fin de vie, bah, il va être détruit. Pareil pour les ordinateurs, pour les téléphones portables. Donc tout ça, c'est un peu le scope 3. OK? Alors, aujourd'hui, ce qui est en général pris en compte, c'est un peu les scopes 1 et 2. D'accord? Donc, surtout en France, aujourd'hui, en fait, les entreprises qui ont plus de 500 employés sont obligées de mesurer, en tout cas, de déterminer leur impact sur le scope 1 et 2. C'est en général le scope 3 qui est en général mal calculé ou pas calculé du tout. Et c'est un peu, ça rentre pas trop dans les calculs. On va plutôt focus sur le scope 1 et le scope 2. Et dans le scope 3, si on ramène ça en tout cas au numérique, au digital, parce que comme je disais au départ, c'est ce qui nous intéresse, c'est un peu tout ce qui est hardware. D'accord? Et ce qu'il faut savoir, en fait, que l'impact, en tout cas environnemental, d'un téléphone, d'un ordinateur, d'une tablette ou autre, il est constitué à 75% de la partie hardware, de la partie construction. D'accord? La partie software, elle a peut-être un quart, 25%, voire moins d'impact en tout cas sur l'empreinte carbone globale d'un produit. Donc, la partie hardware, elle est très importante. Donc, aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe avec les téléphones portables, où il y a de l'obsolescence programmée, au bout de 2-3 ans, on ne peut plus utiliser un téléphone, mais pour la plupart des temps, parce que les logiciels sont devenus plus lourds, plus volumineux, qui demandent des fonctionnalités peut-être qui ne sont pas supportées par le matériel en question. Donc,
C'est clair qu'il y a aujourd'hui des gros enjeux, clairement, autour de la fabrication, parce qu'il y a des minerais aussi qui sont rares, qui sont très coûteux d'un point de vue humain, mais aussi environnemental pour leur extraction. Et donc, on connaît tous un peu les mines, voilà, où les conditions de travail sont pas terribles. Voilà. Donc, c'est très important, en tout cas, de comprendre un peu cette notion de scope 3, où nous, en tout cas, nous, on est très acteurs, en tout cas, on est acteurs dans cette partie-là et notamment pour la partie infrastructure. Donc là, j'arrive un peu à Google Cloud, hein, j'essaie d'y arriver. Et donc, quand on parle d'informatique aujourd'hui, bah, la plupart des temps, on parle de data center. Et vous savez très bien, les data centers, c'est un peu 2% de l'énergie électrique mondiale, il est consommé par les data centers. Donc, c'est un peu des estimations que je connais depuis 2-3 ans. Peut-être ça a évolué depuis, mais on voit très bien, si on parle de 2%, voilà, de 2% de la consommation mondiale, c'est porté par les data centers, c'est énorme, c'est astronomique. D'accord. Et donc, maintenant, si on essaie un peu d'appliquer ce qu'on a vu au niveau des scopes, si vous avez votre propre data center, vous le gérez vous-même, ce qu'on voit un peu à gauche, bah là, vous êtes plutôt sur un scope 1, parce que c'est un peu vos serveurs, votre matériel, c'est vous qui gérez tout ça. Maintenant, si on parle du cloud, on est plutôt côté scope 3. D'accord. Bon, on va dire, OK, c'est peut-être un moyen un peu détourné d'un peu de pas trop s'occuper du scope 3, qu'on a vu qu'il n'est pas une obligation, notamment en France, d'être calculé. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est plutôt une opportunité. Parce que calculer son impact environnemental, c'est pas évident. C'est un peu complexe. D'accord. Donc, il faut avoir des moyens, il faut avoir les outils. Et donc, le fait de déléguer ça au cloud provider, bah, qui eux sont déjà armés, qui ont déjà donc, des gens qui travaillent pour ça, des outils. Donc, ça permet du coup d'avoir un calcul qui soit simple et facile de son impact et de l'intégrer dans son bilan carbone. D'accord. De l'intégrer directement sans effort supplémentaire. Et donc, ce qui nous amène à parler un peu de Google Cloud. Dans Google Cloud et Google, en tout cas, en sens large, ont un objectif d'atteindre donc le zéro émission carbone à horizon 2030. Donc ça a été un peu annoncé depuis un moment, donc c'est pas nouveau, hein, mais Google n'arrête pas d'insister dessus. Donc là, à Google Next l'année dernière, donc Sundar Pichai qui est le CEO de Google, et donc donc lui il a rappelé et donc il a parlé un peu des ambitions, même dans la keynote. Donc c'est des choses qui prennent beaucoup d'importance, en tout cas ces derniers temps. Et si on regarde un peu la roadmap et le chemin qui a été parcouru par Google Cloud depuis des années, on voit quand même pas mal de progrès qui ont été atteints. Là, le premier objectif, c'était d'atteindre un peu un bilan carbone neutre qui a été atteint en 2007. Quand on parle d'un bilan carbone neutre, c'est-à-dire que tout ce qui a été émis et tout ce qui a été compensé, vous savez un peu tout ce qui est compensation carbone à travers des actions et des investissements. Donc ça a été atteint en 2007, donc il y avait l'équilibre, mais on continue encore à utiliser des énergies polluantes en quelque sorte. En 2017, au bout de 10 ans, l'objectif d'être 100% énergie renouvelable a été atteint en 2017, c'est-à-dire l'énergie solaire, du vent, géothermie, ainsi de suite. Donc, il y a pas mal d'énergie qui sont utilisées. Et donc, clairement, Google, c'est parmi les plus gros acheteurs aujourd'hui d'énergie renouvelable. Donc là, c'est comme ça qu'ils ont atteint donc, l'objectif de 100% énergie renouvelable en 2017. Et l'objectif pour la prochaine décennie, on va dire, hein, grosso modo, c'est en 2030, c'est être carbone free. Alors, quand on parle de carbone free, ça veut dire en fait, il n'y a plus, en fait, c'est 24/7, c'est-à-dire que c'est tous les jours, à toutes les heures, on a en fait, de l'énergie verte qui est consommée. C'est vrai qu'il y a 100% d'énergie renouvelable qui est atteint, mais parfois, dans quelques situations, il peut y arriver qu'on va peut-être faire appel à des énergies moins vertes, mais c'est vraiment ponctuel. C'est pour ça que ce n'est pas forcément 100% carbone free. Mais c'est une roadmap qui est engageante, d'accord, et qui est aussi ambitieuse. Et aujourd'hui, en fait, il y a des gros milestones qui ont été atteints, et je pense qu'on n'est pas très loin, très loin, très loin de l'objectif. Il y a un fait qui m'a marqué, et je pense que ça tombe bien par rapport à cette présentation. Mardi dernier, il y a eu le premier Google Cloud Sustainability Summit. Donc ça, c'est significatif quand même, hein, qu'il y a un peu un événement majeur qui a été créé pour la partie Sustainability. Donc là, il y a eu lieu il y a 2 jours, hein, clairement, avec plusieurs interventions, que ce soit de Googlers, mais aussi de partenaires
qui sont engagés dans la partie sustainability. Et moi, clairement, c'était vraiment, pour moi, c'est un fait marquant. Moi, je garderai en tout cas en tête cet événement-là parce que pour moi, c'est un événement majeur et c'est un changement de mindset et dans la façon dont on communique qui est très intéressant. Et donc, dans ce summit-là, bon, il y a eu pas mal d'annonces, clairement. Bon, il y en a certaines annonces, en tout cas certaines fonctionnalités qui existaient déjà, on en reparlera, mais il y a eu pas mal d'annonces quand même qui ont été faites, qui sont très intéressantes. La première annonce, c'est que Google va partager les données qu'il a à propos donc, du carbon free energy avec ses clients, avec les académiciens. En gros, Google, bah, évidemment, s'il veut atteindre en fait son objectif de carbone free en 2030, bah, faut de la donnée. Il faut de la donnée, faut l'analyser, il faut la collecter, il faut l'exploiter. Et donc, clairement, ces données-là sont des données très précieuses. Et donc, Google va les partager. Ce n'est pas encore clair, hein, c'est un programme pilote, mais on en aura parlé en tout cas dans les prochaines semaines. C'est tout frais, hein, ça a été annoncé il y a 2 jours. Et tout ça, c'est à travers Earth Engine. Donc, Earth Engine, aujourd'hui, a été aussi annoncé en general availability, c'est-à-dire que c'est un produit qui est disponible de façon générale. Vous savez, il y a 2 stages, il y a Preview et GA chez Google. Donc là, c'est plus en Preview, enfin, après à peu près 10 ans, voire plus de 10 ans. Et donc, à travers Earth Engine, qui est un peu, bah, vous connaissez un peu, hein, c'est comme Google Maps, mais plus pour toute la Terre, et avec des satellites qui vont scanner la Terre en permanence, et qui vont la quadriller pour justement collecter des informations précieuses, surtout par rapport au changement climatique. Là, vous pouvez utiliser Google Earth pour justement voir l'évolution, par exemple, sur une parcelle bien déterminée ou sur une zone bien déterminée. Et c'est l'évolution un peu dans le temps, voir un peu comment ça a été. Est-ce que c'était du désert qui est transformé en ville? Je ne prends pas des exemples de villes dans le Moyen-Orient, ou c'est plutôt l'inverse, des villes qui étaient plutôt vertes, agricoles, et qui sont devenues plutôt très chaudes pour cultiver certains produits. Donc voilà, donc ça tout le monde est un peu conscient par rapport à ça. On voit tout ce qui est réchauffement, notamment en France. Hein, on commence à avoir des températures plus élevées, notamment par rapport aux vignes, par exemple, hein, dans le sud. Et donc, c'est devenu un peu plus chaud. Donc, peut-être qu'on aura du bon vin, peut-être un peu plus dans le nord, on va dire, hein, par rapport à ce qui est fait historiquement. Euh, Autre chose qui est très importante, c'est l'écosystème. L'écosystème, c'est plutôt les partenaires. Et donc Google a annoncé aussi il y a 2 jours, c'est d'abord la création d'un label, le Google Cloud Ready Sustainability. Donc c'est un programme d'évaluation qui va être exécuté, en tout cas utilisé pour évaluer des solutions qui vont tourner sur Google Cloud. C'est des solutions partenaires pour la plupart, sur certains points, bien évidemment, qui sont liés à la sustainability, et ils vont avoir ce label-là qui va être discerné, en tout cas pour ce genre de partenaires et pour ce genre de logiciel. Comme ça, les clients vont voir à quels sont les partenaires et les softwares, en tout cas les produits qui sont engagés et qui sont plutôt environment friendly. En parallèle, vous savez très bien dans Google, en fait, pour ceux qui savent en tout cas, il y a ce qu'on appelle la Google Cloud Marketplace. C'est un peu un magasin de produits clés en main que vous pouvez utiliser pour déployer des solutions très rapidement. Je ne sais pas, moi j'ai besoin d'un Jenkins, bah, je vais l'installer. J'ai besoin d'un Nginx. Je ne sais pas, voilà, il y a énormément de produits en tout cas qui sont disponibles. Et vous payez bien évidemment pour l'infra qui va être déployé, plus les licences, d'accord? Éventuellement, s'il y a des licences. Et donc aujourd'hui, donc, il y aura le Google Cloud Marketplace Sustainability Hub, qui sera un peu un équivalent de la Google Cloud Marketplace, ou peut-être un sous-ensemble, euh, qui va plutôt centraliser les solutions qui sont sustainable. D'accord? Donc là, c'est un peu c'est ces 2 annonces qui vont en parallèle pour qualifier les solutions partenaires qui sont plutôt sustainable. Alors, Cloud Next 2021, il y a eu donc l'annonce de Google Cloud Carbon Footprint. Donc ça, c'est vraiment le premier produit de la suite Carbon Sense. Donc c'est comme ça que ça s'appelle, cette suite. Je pense qu'il y aura d'autres produits qui vont arriver dans le futur. Hein. Donc il y a une roadmap qui est assez fournie en la matière. Mais c'est un produit qui permet de mesurer du coup votre impact environnemental, vos émissions,
sur le mois, par projet, par produit, mais aussi par région. Donc, si vous voulez, on peut regarder ça. Attendez, hop, je vais vous regarder ça. Hop. Alors, je vais mettre sur la console. Alors, rapidement, je vous partage. Ça y est, ça arrive. Alors, je fais celle-là. On va prendre celle-là. Hop. Donc, si on regarde un peu, vous cherchez là, c'est la console GCP, vous cherchez carbone footprint. Hop. Et vous le voyez ici, donc carbon footprint, c'est un peu le produit, on va y aller. Alors, c'est un produit qui est plutôt par compte de facturation, d'accord? Donc là, on est sur le compte de facturation principal de Sphere, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Donc là, vous pouvez aller chercher le compte de facturation qui concerne votre produit. Donc là, on est sur, hop, Sandbox. Hop, je vais le mettre au niveau d'URL pour récupérer. Donc, le compte de facturation Sandbox, c'est un compte de facturation de test comme utilise chez Sphere. Et donc là, on a donc le rapport mensuel. Alors, vous remarquez que on parle de mai, parce qu'en fait, il y a un peu un décalage entre la collecte et le calcul de la vraie quantité d'émissions carbone. Parce ce qu'il faut savoir, en fait, dans la méthodologie de Google, on ne va pas calculer uniquement le temps passé par chaque processus, par chaque produit, par utilisateur en temps machine, mais on va aussi réattribuer et rééquilibrer par rapport au temps de machines en fait, qui sont dans le data center globalement, qui sont en veille. Vous savez, les machines, quand elles ne sont pas utilisées, ben, elles sont en veille, certaines machines en tout cas, pour assurer donc, des réponses rapides et des latences faibles par rapport aux utilisateurs quand il y a des demandes. Donc ça, c'est aussi de la consommation. Cette consommation, elle est par la suite, pour simplifier la méthodologie, hein, mais je vous invite un peu à la regarder sur Internet, parce que Google, parmi les rares cloud providers qui ont publié leur méthodologie, et du coup, voilà. Donc, vous pouvez voir ça, comme je disais, hein, par produit, ça peut être aussi par région. Donc là, on voit très bien, on utilise beaucoup l'Europe, clairement, chez Sphere, passé par produit. On voit très bien qu'on a pas mal de machine learning avec Vertex AI. Vous avez aussi un peu l'empreinte annuelle aussi, d'accord? C'est un peu calculé par kilo de CO2 équivalent par kilo-heure, pardon, par kilowatt-heure émis. Je vais vous expliquer ce que c'est d'ailleurs. Hop, donc je vais revenir là. Et donc ça, c'est un peu le produit phare, en tout cas, qui était jusque-là. C'est un produit qui est lié à la partie facturation, d'accord, pour l'instant. Et vous pouvez du coup exporter les données de votre consommation, en tout cas votre empreinte carbone, vers BQI, comme c'est le cas pour les comptes de facturation, pour après créer des dashboards un peu plus évolués, notamment avec Data Studio. Je sais qu'il y a des gens qui ont commencé à le faire. Mais ce qui nous amène un peu à une notion qui est très importante, c'est le carbone intensity. Donc là, vous avez remarqué dans la console GCP, on a parlé de kilogrammes de CO2 équivalent. Et donc, la carbone intensity, c'est un peu la mesure qui permet de calculer la quantité de CO2 par kilowatt-heure émis. D'accord? Donc, vous savez, on va générer de l'énergie, on va consommer de l'énergie. Et donc, pour chacun des kilowatts par heure qui est généré, combien d'émissions CO2 équivalents ont été faites? D'accord? Pourquoi on parle d'équivalent? Parce que ce n'est pas que du CO2 et c'est plutôt de l'assimilation. Et donc, là, j'ai pris un peu un exemple en fait de l'opérateur anglais d'électricité. Donc là, c'est un peu, il publie en temps réel donc son carbone intensité du réseau électrique et on voit plutôt qu'on est plutôt élevé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on est plutôt faible, comme on a une carbone intensité qui est faible par rapport à nos voisins, d'accord? Parce qu'on utilise beaucoup l'énergie nucléaire, mais aussi des énergies renouvelables. Donc l'énergie nucléaire, c'est plutôt une énergie verte.
même si donc, il y a des risques d'incidents ou d'accidents, mais fondamentalement, c'est une énergie donc verte d'un point de vue scientifique et carbone intensity. Autre fonctionnalité que vous allez retrouver au niveau de la console GCP, c'est aussi une indication sur les régions qui ont un faible impact carbone. Donc, c'est un peu matérialisé un peu par la feuille. Et aujourd'hui, une région est considérée comme étant plutôt carbone friendly, en tout cas qui a une faible émission en termes de carbone. C'est une région soit qui a un carbone énergie free de 75%, c'est-à-dire qu'en fait qu'elle vit à 75% d'énergie avec zéro émission ou quasiment zéro émission, ou dont l'intensité du carbone, elle est au maximum à 200 grammes CO2 par kilo-heure. OK. Je Je pense me qu'on est permets plutôt vers la juste de fin. couper une Ouais, seconde. Il reste 3 minutes normalement. ouais. On est plutôt vers la fin là. On est Ça vers la fin. marche, merci. Alors, autre fonctionnalité qui est très importante, à mon sens, hein, c'est un peu, vous savez, dans les organization policies, on a une policy qui permet de limiter les localisations où les utilisateurs peuvent instancer les ressources. Et donc là, aujourd'hui, dans Google Cloud, il y a eu donc le rajout de certaines locations qui sont plutôt low carbone. Donc ça, c'est important. Si vous voulez utiliser que des régions qui sont low carbone, vous pouvez le faire, soit global, soit par plaque géographique. Donc là, si on est en Union européenne, on pourra utiliser OU, Low Carbon Location. Ça nous donnera les localisations low carbone en Europe. Et juste un petit clin d'œil aujourd'hui, parce que c'est le lancement officiel de la région Paris, d'accord, Europe Ouest 9. Et donc, il y a un grand événement aujourd'hui à la Mutualité de Paris dans plusieurs régions en France. Et donc là, moi, j'utilise, elle est disponible là, depuis un moment, je pense depuis 2-3 mois. Moi, j'utilise en priorité, donc Europe Ouest 9, qui est la région Paris, qui correspond donc à la France. Il me reste encore rapidement 2 slides. Donc, autre chose qui m'a frappé ces derniers temps, c'est aussi la multiplication des emplois, des jobs autour de la sustainability, notamment chez Google. Donc là, on a pas mal de postes, des Sustainability Operation Lead, des Cloud spécialistes, Sustainability spécialistes, des advisors, mais aussi un Chief Sustainability Officer, comme CTO, CEO, mais il y a aussi CSO, d'accord? Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est la tête de cette stratégie, de cette activité. Donc, ça commence en tout cas à rentrer un peu dans les mœurs et dans les habitudes des entreprises. Enfin, si vous voulez aller plus loin, donc il y a pas mal de ressources en tout cas sur Internet, notamment la fresque du numérique et des formations. Il y a aussi greenIT.fr, il y a aussi l'Institut numérique responsable. Et aussi, il y a un talk que j'avais fait avec une collègue à moi, qui est Célia, il y a quelques semaines, autour du greenIT. Il y a quelques parties qui se recoupent, en tout cas par rapport à ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Donc, je vous invite aussi à aller voir. On vous partagera les slides par la suite. Voilà, j'ai terminé. Hop. Donc, merci en tout cas d'avoir suivi cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions rapides qu'on pourrait prendre dans le chat. Il nous reste 1 minute. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, non. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'essaie un peu de faire synthétique en une demi-heure. C'est pas évident en tout cas en tout cas de couvrir un tel sujet qui est très important et qui, en tout cas, personnellement, me tient à cœur depuis quelques mois, voire quelques années. Merci beaucoup. Je dois laisser la place du coup au speaker suivant et je vous retrouve ce soir parce que j'ai une autre presse de 17h à 18h sur DevSecOps sur le track 2. Allez, bonne journée.